Voilà, bonsoir chers amis, je suis naturellement très heureux d'accueillir à nouveau Philippe Arondel qui vient nous présenter chacun de ses livres. D'ailleurs, ce premier livre qu'il nous avait présenté s'appelait déjà L'impasse libérale. Oui, je vais expliquer. Et c'est justement une réédition qu'il va nous expliquer. Oui. Et ensuite, s'il le veut bien, on engagera le débat avec lui. Philippe, J'espère. vous avez la parole. J'espère bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est une republication qui m'a été proposée. Le cœur de la dénonciation de ce que j'appelle moi l'utopie libérale est le même, évidemment. Je vais en reparler d'ailleurs. Mais il y a une actualité, hélas, qui est la même aussi, qui ne change pas, malheureusement. Mais il y a surtout de nouveaux éléments qui montrent que peut-être nous sommes en train de nous acheminer vers quelque chose de pire. Je m'excuse de dire ça. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Et donc c'est notamment le troisième chapitre où je me pose la question de la société de marché. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et qui nécessite sans doute de nouvelles analyses, bien sûr, puis peut-être une analyse surtout sur, bien entendu, la volonté politique qu'on peut mettre en face, ce qui n'est pas du tout évident. Pour commencer, je voudrais rappeler, dans le fond, tout bêtement et très simplement, moi, vous savez, je suis un grand, comment dirais-je, admirateur de Karl Polanyi. Je le cite souvent, je m'en excuse, notamment pour son livre La Grande Transformation, qui est un livre qui est paru à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, mais qui a été écrit sur les années 30. Et pour commencer la conférence, on peut dire une chose, dans le fond, c'est qu'on a connu sans doute trois moments dans l'histoire de l'économie et de l'histoire des idées. L'économie avec marché, l'économie de marché, et le troisième, c'est la société de marché. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Polanyi a étudié, c'est un sociologue, historien des idées, surtout sociologue, il a beaucoup étudié les sociétés anciennes, et il s'est aperçu de quelque chose d'ailleurs qu'on savait, il n'a pas, je dirais, d'une certaine façon inventé, mais il a théorisé l'idée que dans le fond, dans les sociétés antiques, il y avait du marché, il y avait des capitalistes, il y avait des échanges, contrairement à quelquefois des bruits qui courent comme quoi on aurait été société autarcique, qui n'a aucun rapport avec les unes avec les autres. C'est faux. Dans la Grèce antique, il y a des armateurs, il y a un marché, etc. Sauf que, et c'est le plus important, ce marché n'est pas au pouvoir. L'idée du marché, l'idée des valeurs économiques, la philosophie, on pourrait dire, des valeurs économiques, elle n'est pas première. Alors Polanyi, il a une expression que je trouve absolument extraordinaire, d'ailleurs quand on le dit aux gens ça marche bien, c'est il explique que dans ces sociétés-là, le marché était encastré dans les relations sociales, dans la société. Encastré ou enchâssé. Moi j'aime bien l'expression d'encastré, on voit bien ce que ça veut dire. Il y a un marché, bon voilà, Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un marché, effectivement, mais il ne viendrait pas à l'idée des Grecs de l'époque que le marché va être la valeur suprême. Ce qui n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Et c'est d'ailleurs si vrai que j'avais rencontré un jeune historien il y a quelques années, qui a écrit un livre absolument invraisemblable sur les esclaves publics à Athènes. Je raconte cette histoire parce qu'elle est très révélatrice. Et tenez-vous bien, à Athènes, les comptes, je ne sais pas, les échanges au Pirée, eh bien, ils étaient tenus, ces comptes-là, par des esclaves publics, qui même avaient un statut tellement curieux qu'ils pouvaient presque, en quelque sorte, faire que transmettre à la parentèle, en quelque sorte, ce qu'ils faisaient, le statut qu'ils avaient, qui était un statut qui n'était pas tout à fait celui des esclaves. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les comptes pour que les Grecs, quand ils prenaient des décisions politiques, dans le fond, fassent relativement abstraction des questions économiques. C'est assez fascinant comme histoire. Alors avec des côtés sans doute négatifs, entre parenthèses, parce qu'on faire de la pure politique, mais c'est très intéressant, c'est une découverte qu'il a plus ou moins faite. Et donc, bon, il y a débat là-dessus, mais ça décrit bien des sociétés où il y a un marché, des marchés, mais la valeur marché, elle est effectivement encastrée et elle est subordonnée. Alors on a vécu très longtemps sur ce système-là. On a vécu, regardez le Moyen-Âge. Bon. On a vécu très longtemps dans des sociétés où les marchés étaient encastrés. Il y a, sous l'Ancien Régime, il y a des marchés, il y a une sorte de marché. Alors ils sont limités, ils sont encastrés, et ils sont, comment dirais-je, organisés selon un certain nombre de valeurs et d'éthiques. Bon, bref, prendre l'exemple des corporations, tout le monde connaît à peu près ça, je ne vais pas le développer. Ce qui ne veut pas dire que quand on dit qu'il y a des éthiques, elles sont respectées, parce que je dis toujours ça, parce que les gens disent, vous allez faire une sorte d'apologie de ce qu'il y avait avant, etc. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce que dit très bien Polanyi, il ne s'agit pas de dire, il s'agit simplement de dire que la notion de marché est une notion relativement subordonnée.
Qu'est-ce qui se passe à partir du 17e, 18e? C'est cette notion d'économie avec marché, au singulier, au pluriel, qui se trouve remise en cause. Alors, on va me dire, les valeurs économiques déjà avaient commencé un peu avant avec le mercantilisme. Alors, dire un mot là-dessus, parce que le mercantilisme, c'est pas la même chose que ce qui va se passer au 17e, 18e avec les physiocrates en France. C'est que le mercantilisme, c'est, comment dirais-je, c'est se servir de la puissance économique pour des raisons de puissance politique. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là, dans le fond, on réintègre une puissance économique au service d'un projet national et politique. Bon, c'est pas pareil. Je me souviens qu'une fois, il y a peut-être 10-12 ans, la question m'a été posée, je me suis dit, il faut que je réexplique ça, parce que quand nous passons à partir du 17e, et surtout au 18e, à la naissance de la doctrine libérale, en France, les physiocrates, là, il s'agit de tout à fait autre chose. Le problème n'est plus tant de savoir si on va avoir une puissance politique à travers une puissance économique, ce qu'on peut comprendre, parce qu'à ce moment-là, la puissance est subordonnée. Non. Là, il s'agit tout simplement de, soi-disant, découvrir ces fameuses lois de l'économie, c'est comme ça que ça commence, qui sont des lois de la nature. Hein. Le physiocrate, Physis Kratein, c'est le pouvoir des lois de la nature, hein, la Physis. Bon, donc c'est bien ça. Et donc, on va commencer à nous expliquer qu'il y a des lois de l'économique, qui sont comme des lois de la gravitation universelle. Hein. On nous explique ça. Et donc, le rôle du politique va complètement changer. Il s'agit de, comment dirais-je, de porter à la connaissance des autres, à travers les experts, je vais en dire un mot, c'est très intéressant, à travers les experts, de porter à la connaissance des gens ces lois. Parce que eux, les physiocrates, eux, ils savent qu'il y a des lois. Ils sont plus intelligents que les autres. Donc, on retrouve les sachants, les experts. Hein, quand on voit les textes de l'époque, c'est frappant. Et qui, eux, savent. On va porter à la connaissance ces lois et on va les appliquer. Dupont de Nemours, qui était un physiocrate, secrétaire de la physiocratie, avait une formule que je trouve excellente. Il disait, on dit bien législateur, on ne dit pas légisfacteur. C'est vraiment très intéressant, parce que législateur, ça veut dire que celui qui fait les lois porte à la connaissance les lois de l'économie. Il ne les fait pas, sinon il serait légisfacteur. Donc voilà, moi je trouve ça tout à fait extraordinaire. Voilà, à partir de ce moment-là, on est sur la pente qui mène au libéralisme, qui repose sur deux ou trois, que je vais rappeler, parce que bon, je pense que c'est assez connu, avant d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on est sur, premièrement, guerre de tous contre tous à travers le modèle de l'intérêt. Il n'y a que des hommes qui défendent leurs intérêts privés, qui sont en guerre les uns contre les autres, parce que l'intérêt, c'est une notion universelle, sympathique, c'est une notion dans tous les pays, on poursuit son intérêt, dans toutes les civilisations, ce qui est faux d'ailleurs, on poursuit son intérêt, et donc, tout le monde poursuivant son intérêt se trouve poursuivre l'intérêt général. Ça, c'est le mystère, la fable magique du libéralisme, c'est-à-dire que, voilà, il y a Rosan Vallon, dans un texte sur l'État-providence, parle d'un effet de composition du marché, c'est-à-dire que le marché a cette capacité en lui-même, innée, de produire, à partir des contradictions des intérêts privés, de l'intérêt général. Bon, c'est le fameux, alors par le biais de la main invisible, par le biais de l'ordre spontané chez quelqu'un comme Hayek, on en parlera peut-être tout à l'heure si quelqu'un pose une question, il y a cette capacité, absolument, que je trouve évidemment, on se dit c'est une mauvaise blague, on ne voit pas pourquoi, si le politique n'intervenait pas, ça se coordonne, c'est une magie en fait. Hein. Une fois un libéral m'a dit, vous allez encore me dire que le marché est une fable et une magie. Ben oui, c'est une mythologie, c'est une fable qu'on se raconte, et qui permet de faire quoi? Deuxième point, qui permet d'expliquer que le politique tel qu'il existait doit être condamné vigoureusement. Parce que si effectivement le marché a un effet de composition, comme dit Rosan Vallon, à l'époque où il était intellectuel organique de la CFDT, hein, aujourd'hui il ne dit plus forcément la même chose, parce qu'il les dénonçait quand il disait ça. À ce moment-là, évidemment, le politique est renvoyé à un rôle très particulier, qui n'est pas si subalterne que ça. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'il y a un étatisme libéral, qui n'est pas si subalterne que ça, pardon, excusez-moi, qui est très important, mais qui consiste à permettre au marché d'exister, de se coordonner, de le réguler, ce marché, pour qu'il fonctionne sans à-coup, en quelque sorte. Et là, j'en ai extraordinairement à l'idée de régulation, personnellement, parce que je préfère employer réglementation, parce que régulation... Alors, c'est vrai qu'en anglais, ça a le même sens, on traduit par réglementation aussi, c'est embêtant. Mais pour un Français, réguler, c'est pas réglementer. Hein. Quand je régule le marché, ça veut dire que je lui permets de fonctionner dans son ordre propre, qui est celui du marché.
Je ne le conteste pas. D'ailleurs, on peut prendre des exemples dans la vie courante. Hein. Quand il y a dans le métro arrêt du trafic pour régulation, il n'y a pas de contestation de ce qui se passe sur la ligne. Il y a simplement qu'il ne faut pas que les métros se tamponnent. Ça paraît idiot, mais c'est exactement ça la régulation. Donc quand vous régulez un marché, ça veut dire que vous le faites bien fonctionner. Mais vous ne remettez pas en cause sa philosophie profonde. D'ailleurs, Madame Thatcher, on l'oublie souvent, quand elle a fait sa révolution libérale, et avec quelle violence, elle a créé en même temps des hautes autorités de régulation. Personne ne le sait. Elle a commencé d'abord par étatiser, pour casser notamment les pouvoirs locaux, et oui, qui s'opposaient à elle. Elle a quasiment pendant un certain temps renationalisé encore plus les hôpitaux, et après, une fois qu'elle a eu le pouvoir, elle a fait passer la révolution ultralibérale. Ça nous dit beaucoup de choses d'ailleurs sur le libéralisme parfois. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième, qui est très connu aussi, il faut dire un mot, pour résumer cette philosophie libérale, c'est l'amoralisme tranquille. Je l'avais déjà dit, donc je ne vais pas trop développer. C'est-à-dire que, bon, s'il y a des lois de l'économie, s'il y a un effet de composition du marché, si de la guerre des intérêts privés naît un intérêt général, il n'y a pas de morale. C'est toujours bien, d'une certaine façon. C'est toujours bien, il n'y a pas de morale. On n'est ni pour la moralité, puisque l'éthique a été liquidée, on n'est ni pour le politique en partie, sauf dans l'aspect qu'il a de faire réguler le marché, c'est la moralisme. Et si le marché n'est pas très moral, mais qui produit de la croissance, qui produit, etc. Bon, dans un numéro de Royaliste, on parlait des statistiques à Eurostat. Hein, bon, dans certains pays, maintenant, on a fait monter la croissance parce qu'on prend dans les statistiques le trafic de drogue, la prostitution, etc. etc. Et si demain, il y avait un marché de gens de flingueurs professionnels, si vous voulez, ça ferait monter la croissance. Parce qu'il y aurait des types qui sont payés, qui paieraient des cotisations, des gens qui sont morts, donc ça fait marcher les pompes funèbres, etc., etc. On peut imaginer que s'il y avait un western un peu organisé, il y aurait une croissance qui monterait. J'exagère à peine. Bernard de Mandeville, dans la fable des abeilles, au XVIIIe siècle, explique que vices privés font vertu publique. Autrement dit, on peut créer aussi de l'emploi par les vices privés. La preuve, hein, bon, voilà, c'est bien connu. Alors ça paraît énorme, on se dit, mais bon, c'est pas possible. Si, vices privés font vertu publique, et donc le vice peut avoir un effet positif, peut se retourner en son contraire au service de toute la société. Bon. Ces trois points, s'il y a d'autres questions, je répondrai parce que je voudrais... Alors ça, c'est l'économie de marché, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il nous dit Polanyi là-dessus? Il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit, dans le fond, l'économie de marché tend de façon naturelle, quasi automatique, à être une société de marché. C'est ce qu'il appelle le mythe autorégulateur. Dans un chapitre de la grande transformation, il prend ce qu'il appelle le mythe autorégulateur. C'est-à-dire que dans le fond, spontanément, à travers ce que je viens de dire, à travers notamment la main visible, on va avoir une société qui ne sera plus qu'un vaste marché. Alors il ajoute aussitôt, j'en parlerai tout à l'heure, mais je voulais le dire maintenant, il ajoute aussitôt que pour lui, et c'est très étonnant, il y a une phrase que je ne me souviens jamais par cœur, mais en gros, il dit que, en fait, une société de marché n'est pas pensable jusqu'au bout, parce que elle est une contradiction dans les termes. Déjà, le mot société de marché, on sait que pour les libéraux, la société, bon, comme disait Madame Thatcher, n'existe pas. Elle disait, moi je vois des Anglais, mais je ne vois pas de société anglaise. Bon, ça, très très bien, c'est une phrase qui est très connue. Donc, cette société n'est pas pensable, mais surtout, elle n'est pas pensable jusqu'au bout, parce qu'elle remet en cause notre façon de vivre. C'est ce que disait Polanyi, qui était contre, évidemment. Parce qu'il dit, mais finalement, le travail ne peut pas être une marchandise jusqu'au bout. L'économie ne peut pas être une marchandise jusqu'au bout. Et il évoquait déjà en 1944, notamment, l'écologie. Ça, c'est étonnant. Il dit, mais on ne peut pas pousser jusqu'au bout une croissance exponentielle sans que, quelque part, on a un certain nombre sur la planète, il n'y a pas un stock infini d'un certain nombre, bon, l'énergie, etc. Bon. Donc, alors, ceci étant dit, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'essaie pas de le faire? Moi, ce qui me paraît très important, c'est de dire que ce système, le système dans lequel nous sommes, dans le fond, peut-être qu'il va s'effondrer un jour. Moi, j'avoue personnellement que je ne partage pas trop cette opinion, pour des raisons, bon, on s'expliquera là-dessus. Mais évidemment, quelque part, ils essayent toujours d'avancer. Ce que nous vivons, ce que j'ai appelé la société de marché dans le bouquin, dans mon chapitre sur la société de marché, c'est le fait que chaque jour, dans un certain nombre de domaines, et je vais en prendre quelques exemples, dans le fond, on continue d'avancer. On continue de... Alors, en plus, on avance pratiquement et techniquement, mais on continue aussi de vouloir... Moi, ça me paraît très important
de voir liquider dans nos cerveaux. Le libéralisme, c'est une révolution culturelle. Alors, on dit Mao, on parle de Mao, ben, ça ressemble à ce genre de révolution culturelle, c'est-à-dire l'idée que, dans le fond, une fois qu'on a réalisé un certain nombre de changements, les esprits n'ont pas forcément changé. Pas forcément changé. Et donc, il faut continuer la révolution pour formater les esprits. Et Madame Thatcher a eu cette phrase, alors là, j'ai découvert ça il y a très peu de temps, dans le Sunday Times, en 1981, elle dit à un journaliste, l'économie c'est la méthode, mais le but, l'objectif que moi je poursuis, nous les libéraux radicaux, c'est changer le cœur et l'âme des gens. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle avoue, ce qui me paraît juste, c'est qu'évidemment on ne peut mettre en place une société de marché que si on promeut une révolution culturelle de chaque instant qui vise à nous expliquer tous les jours, via une vision du progrès complètement béate et un peu, il faut le dire, un peu stupide par moment. Je ne suis pas anti-progrès, c'est pas ça. L'idée que, dans le fond, ça va dans le sens de l'histoire. Le mot me vient, je n'y avais pas pensé, dans le sens d'une certaine histoire qui conduit finalement, ou plutôt une fin de l'histoire qui conduit par un tout marché mondialisé, un échange marchand qui piloterait tout sur la planète. On a changé les cerveaux des gens, on a aboli complètement les frontières, les différences culturelles n'existent pas, finalement, d'une certaine manière, ou très peu. Hein. Donc, abolition, bien sûr, du passé, enfin, etc. J'en passe et des meilleurs. Et c'est donc ce combat qui est mené par les libéraux. Et je pense, personnellement, là, on fait souvent des différences entre les différents libéralismes. C'est peut-être violent ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a des différences, évidemment. Je ne peux pas dire que le libéralisme, vous voyez, est le même que l'ordolibéralisme allemand, ou un libéralisme plus modéré. Mais quand on regarde bien les choses, par-delà les différences, on a le même projet sur le fond. Et le même projet sur le fond, c'est ce que Benjamin Constant appelle la liberté des modernes par rapport à la liberté des anciens, hein, la fameuse conférence qu'il fait en France, je crois que c'est 1819, qui est devenue un livre, mais qui est une conférence, et où il explique très très bien, mais c'est d'une clarté éblouissante, qu'on avait la liberté des anciens, c'est le monde d'avant. Ça va juste du début de la planète jusqu'à la Révolution française, j'exagère un peu, mais en gros c'est ça. Et surtout chez les Grecs, c'est l'idée de participation à la chose publique. C'est la res publica, d'une certaine façon, qui passe à travers ce qu'on appelle, chez les philosophes, la liberté de participation. Et lui, ce qu'il défend, c'est la liberté, comme dira Isaiah Berlin plus loin, un peu plus tard, la liberté d'indifférence. C'est-à-dire, le libéralisme va mettre en place un système dans lequel on va mettre en place des libertés qui sont d'abord des protections contre l'État. Ça, c'est vrai, il ne faut pas non plus toujours être complètement stupide là-dessus. Il y a bien un libéralisme politique qui, d'une certaine façon, met en place des libertés publiques et privées. Ça, je suis d'accord. Mais ça va beaucoup plus loin. Liberté d'indifférence, c'est-à-dire, je poursuis mes fins personnelles qui sont garanties par la loi, par l'État, et loi et État sont mis en ces lois-là qui vont me protéger dans mes fins personnelles. Je ne m'occupe pas du tout des fins collectives. Je poursuis mes fins personnelles, garanties dans un espace de liberté qui est garanti par le politique. Donc, tous les libéraux font bien du droit, par exemple. Là, il faut du droit parce que sinon, on ne peut pas le faire. Et puis, il y a ce miracle extraordinaire. Il y a cette providence laïque. Ce n'est pas une providence divine, c'est une providence laïque, main invisible, qui fait que chacun poursuivant ses fins personnelles se trouve poursuivre sans le vouloir une fin commune à travers l'échange marchand. Voilà. Donc, évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la société de marché? Elle est pilotée par les mêmes discours. Enfin, écoutons les discours d'Emmanuel Macron, qui nous met un peu de social-démocratie de temps en temps, mais enfin, c'est ce qu'on nous dit. Regardez la mobilité, par exemple. Bon, je prends la mobilité, je ne l'ai pas trop traité dans le livre. Regardons, il faut être mobile. L'impératif dit il faut être mobile, ça repose sur quoi? Ça repose sur l'idée que la mobilité, c'est mieux que, je ne sais pas, l'immobilité, j'en sais rien, mais la mobilité est un concept qui est au cœur notamment de beaucoup de réformes du droit du travail. Il n'y a aucun problème. Deuxième chose, je prends le droit du travail, à la déconstruction. Par exemple, toute cette idée qu'il faut renvoyer au plus bas niveau la négociation. L'entreprise doit devenir créatrice de droit. Bon. Et alors, on me dit, monsieur Arondel, vous discutez avec les patrons, vous dites, c'est formidable, on va trouver des solutions adaptées, bon, à la place, bien enracinées dans le petit patelin, etc. On sait très bien, vous et moi, tout le monde sait très bien que quelquefois ça peut arriver, je ne dirais pas le contraire, mais que le plus souvent, le rapport de force, entre guillemets, tel que la loi pouvait le garantir en quelque sorte,
il va être remis en cause par des accords d'entreprise, dont certains sont des accords, alors comme disait le juriste l'autre fois, je lui disais, ce sont des accords dérogatoires. Il me dit, non mais c'est même plus d'accords dérogatoires, puisqu'en fait c'est devenu, depuis les ordonnances, c'est même plus dérogatoire, c'est la capacité de, effectivement, faire son propre accord en entreprise. Bon, il est fabuleux cet exemple. Et on peut même contraindre aujourd'hui le salarié, quand il n'est pas d'accord, donc vous avez un contrat de travail, garanti par le Code du travail qui existe encore, on fait un accord collectif, et on dit, voilà, on va baisser votre salaire, on va faire ceci, cela. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez être licencié parce que vous n'acceptez pas l'accord collectif. Voilà. Pour cause réelle et sérieuse. Eh oui, c'est dans la loi aujourd'hui, c'est passé comme une lettre à la poste, ça veut dire que la loi qui est universelle, qui régit tous les rapports, qui ne s'occupe pas s'il y a petite ou grande entreprise, etc., eh bien, cette loi est bafouée. C'est une société de marché reféodalisée. Moi, je dis féodalité, pourquoi ? Parce que si chaque entreprise devient créatrice de droits, d'abord, le Code du travail dont on lui dit qu'il est épais, ça va être génial. Parce que quand on va récupérer tous les accords d'entreprise, ça va être absolument fabuleux. D'ailleurs, si le Code du travail a augmenté, c'est pas tellement parce que ce sont des sales socialistes qui veulent empêcher les patrons d'embaucher. C'est simplement parce que tous les accords qu'on fait de libéralisation, ils sont maintenant dans le Code du travail. Et c'est devenu épouvantable. Vous avez enfin, c'est devenu un labyrinthe, ça c'est vrai, mais c'est lié à la libéralisation. Le deuxième exemple qui est encore plus important, alors qui me semble fondamental, c'est l'exemple de ce que j'appelle, moi, alors, le pape François, puisque je dirais quand même un mot des chrétiens tout à l'heure, quand même, le pape François, il parle de paradigme techno-scientifique. Moi, j'ajouterais aussi techno-libéral. C'est que nous vivons quelque chose qui est complètement nouveau par rapport au bon vieux libéralisme, même si tout ça se connectait. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un mélange détonnant, tonitruant, entre des idéologies, la libérale, mais pas uniquement, des techniques qui deviennent de plus en plus perfectionnées, des frontières génétiques qui sont pulvérisées. Regardons ce qui s'est passé récemment avec les bébés en Chine, il y a encore 15 jours on en parlait, des bébés clonés, paraît-il, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, le séquençage de l'ADN, qui est aujourd'hui aux États-Unis pratiquement quelque chose qu'on peut faire individuellement si on a un peu d'argent, etc. Tout peut être fait aujourd'hui presque au niveau technique. Contrairement à ce qu'on croit, nous y sommes déjà. Et évidemment, ça se greffe aussi sur un marché. Alors le cas de ce qui se passe à la Silicon Valley est très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça parce que là, on a une sorte de quintessence de techno-libéralisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord des idéologies. Alors, ce qu'il faut bien dire aussi, c'est pour ça que le combat que nous menons aujourd'hui est compliqué, c'est que, notamment autour du transhumanisme, convergent plusieurs façons de voir les choses, plusieurs visions du monde qui peuvent paraître contradictoires. Par exemple, on ne le sait peut-être pas, mais le transhumanisme est né pratiquement avant la guerre, pratiquement à la gauche de la gauche. À partir de l'eugénisme. Au départ, les transhumanistes sont des eugénistes qui s'ignorent, qui ne disent pas. Mais c'est né à partir de l'eugénisme. Et notamment des courants qu'on classerait aujourd'hui à l'extrême gauche. Qui étaient des gens qui préconisaient une amélioration de la nature humaine. Que les transhumanistes appellent l'homme augmenté. Voilà. C'est très intéressant. Et je ne l'ai jamais dit ici, mais il faut que je retrouve, évidemment, je ne trouve pas un petit papier, une phrase du camarade Trotsky, qui m'a toujours absolument, qui est extraordinaire, que les transhumanistes libéraux peuvent reprendre à leur compte. Parce que c'est greffé sur ces gens-là. Ensuite, une vision libérale, libertaire en même temps. On a appelé, vous savez, la doctrine californienne dans les années 70, une espèce de hippisme qui est devenu une société californienne, connectée, les réseaux, etc. Et qui mélangeait, alors un mélange improbable, les hippies, le New Age, une volonté de reformater l'homme, etc. Et qui aboutit, bon, bien sûr, notamment à tout ce qui se passe dans le transhumanisme ou les GAFAM. Bon. Alors Trotsky, voilà ce qu'il écrivait. Alors, ça, c'est vraiment génial. Hein. J'ai trouvé ça dans un livre. Produire une version améliorée de l'homme, telle est la tâche future du communisme. Et pour cela, il nous faut d'abord tout savoir de son anatomie, de sa physiologie, et de cette partie de la physiologie que l'on appelle sa psychologie. Ça, j'adore. L'homme doit se regarder et se voir comme une matière première, ou au mieux comme un produit semi-manufacturé, c'est Trotsky, hein,
et dire, ouvrez les guillemets, enfin, mon cher Homo sapiens, je vais travailler sur toi. C'est dans un texte, je ne me souviens jamais du titre, un texte qui n'a rien à voir, Littérature et Révolution, que j'ai lu, ça m'avait échappé, j'ai lu ça il y a très longtemps, quand j'étais lycéen. Littérature et Révolution, voilà ce que Trotsky. C'est extraordinaire. Et évidemment, ce dont il rêvait, bon, ils ont fait d'autres massacres, ils n'ont pas fait ça, ils ont fait autre chose, mais ce dont il rêvait, c'est aujourd'hui ce que veulent faire les gens de la Silicon Valley. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire, le transhumanisme, l'homme augmenté, l'homme qui télécharge son cerveau, l'homme qui s'accouple avec la machine, le cyborg et tout ça. Ça paraît ridicule, je sais bien, quand je dis ça, en général, les gens disent « Oh, il exagère, etc. » Ça paraît totalement ridicule, sauf que, ces gens ont énormément d'argent. Eh oui. Sauf que la Silicon Valley, c'est un accouplement torride de toutes ces idéologies avec la technique, les machines, et puis il y a le côté aussi, il y a la naïveté, le merveilleux, l'homme va tutoyer les étoiles, l'homme va s'envoler, etc. etc. Bah, il faut dire que par moment, quand on voit qu'une sonde arrive sur Mars, 15 ans après, qu'elle arrive, paraît-il, à 1 mètre, pendant que dans je ne sais plus quelle ville tout est en panne, évidemment, ça provoque, évidemment, il n'y a pas un journaliste qui évidemment se précipite pour expliquer, regarder ce qui va arriver. Alors, on n'en est pas aux automobiles volantes encore, etc. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont de l'argent, les pays s'affrontent, alors c'est très compliqué, les nations s'affrontent à travers tous ces projets, la Ray Kurzweil, la nouvelle ère qu'il appelle l'ère de la singularité, où l'homme se sera changé et apparaîtra une autre histoire. Et évidemment, ça se fait aussi, c'est aussi un marché. Très prosaïquement, c'est aussi un marché. Et là, il faut bien comprendre que la moraliste dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de moralité dans ces histoires-là. Il y a de la puissance, il y a de la naïveté, il y a de l'argent, il y a aussi de la puissance nationale. Il ne faut jamais oublier que la Silicon Valley, au départ, c'est un projet plutôt de l'armée américaine, hein, avec l'Internet, etc. Donc voilà. Et tout ça se mélange. Le brave Donald Trump, si j'ose dire, c'est ironique, je ne sais pas quoi dire, parce que d'une certaine façon, ils sont contre lui, avec leur idéologie, mais en même temps, ce sont des entreprises américaines qui sont puissantes, qui font de l'argent, et qui modèlent sur la planète, sur un modèle qui n'est peut-être pas le sien, je veux bien croire, qui modèlent aussi nos esprits. C'est ça que j'appelle la société de marché. Je vais rester un peu longuement là-dessus, parce que, à mon avis, c'est les risques que nous encourons maintenant. Ça ne va pas s'arrêter. Et il ne faut pas oublier qu'un libéral, un vrai libéral, hein, je pense, voilà, ben, il ne voit pas pourquoi on mettrait sur cette question-là une éthique qui viendrait freiner des limites. La question des limites qui ressurgit dans le débat de philosophie politique. Quelles limites faut-il mettre par rapport à ce qu'on appelle les savants fous, mais que j'appelle aussi des gens qui savent faire de la com, qui savent intervenir dans nos vies, dans les pays, etc. Donc ça, on est dans une société de marché qui est en même temps une société prométhéenne, avec un pacte faustien. Alors, avec, ici je voudrais quand même le dire, parce que j'ai des copains décroissants, il faut quand même raison garder. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, nous sommes dans une ère de civilisation occidentale, pour le pire comme pour le meilleur. Bon. J'entends ici ou là, comme disait De Gaulle, j'entends ici ou là des gens qui disent ça y est, il faut revenir à avant, on va tout. Moi, je suis un adepte du journal des croissants, j'aime bien le journal des croissants, ça me fait vraiment. Mais alors, bon, si vous voulez, vous sortez de ça complètement laminé, parce que dans le fond, il faut revenir dans son jardin, il ne faut pas de télé, il ne faut pas de livre, pas de bibliothèque, il ne faut pas se déplacer, sauf en vélo ou à pied. Et puis, il y a une espèce de, presque de paganisme. On voit des photos de types qui sont des faux Christ, qui sont là dans le carré de Radibio. Bon, il y a quelques... Non, c'est vrai que c'est un peu angoissant. Et puis, ils ont oublié quelque chose. C'est que l'homme est un être désirant et que tout ce que je raconte est absolument fou, scandaleux et doit être combattu. Mais, voilà. Il y a aussi le désir de changer les choses, de se préparer un cocon dans la nature telle qu'elle est, qui n'est pas la mère nature qui nous borde tous les soirs, quelque chose d'extrêmement violent. Hein. Notre mère Gaïa, contrairement à ce que croient certains écolos de la profonde écologie, c'est très violent, notre mère Gaïa. On n'existerait pas, on ne serait pas là ce soir si on l'avait pas un peu combattu aussi, qu'on n'avait pas fait. Je dis ça parce que ça remonte très très vite dans certains courants qui ont le vent en poupe. Donc, il faudrait, voilà, bon, ça me rappelle un débat dans un meeting où il y avait
il y avait des gens qui s'affrontaient violemment autour de la douche après avoir fait son jogging. Il y en a qui dit, moi je fais le jogging, on m'empêche de prendre une douche, etc. Ça paraît grotesque, mais il y a aussi, il faut faire attention politiquement à ces gens, ça n'arrivera pas, mais qui, dans le cadre actuel, au nom de l'effondrement, parce que vous savez très bien comme moi qu'il y a un grand délire autour de l'effondrement de la planète, hein, on y est, hein, on n'en a plus qu'un journaliste disait autrefois, dans 2 ou 3 ans, c'est l'effondrement. Hein, bon, quand vous les écoutez, il n'y a plus rien. Bon, très très bien. Bon, moralité, comme si on vous annonce l'effondrement, bah, vous restez chez vous tranquillement, écoutez bac, hein, si ça s'effondre, autant prendre un peu de jouissance. C'est ridicule, c'est complètement conservateur cette notion. N'empêche que vous avez des gens, regardez le courant survivaliste, je vais finir cette courant survivaliste, qui vous explique qu'il faut préparer après le grand effondrement. C'est-à-dire, ils mettent en pratique les films américains qui sortent depuis 20 ou 30 ans, où vous avez le type avec son chien dans une rue de New York désertée avec des gangs, qui prend son flingue avec son chien et qui tire sur les bandes qui veulent le tuer. Voilà. Bon, il y avait des gens, attention, c'est un courant qui n'est pas si petit que ça. Il y a même un salon aujourd'hui de ces gens-là. Ils font un salon une fois par an. Bon, il y a même des journaux, par exemple. Bon, je ferme la parenthèse. Donc là, nous sommes complètement, avec la société de marché, que je viens de citer de l'autre, là, au bord de quelque chose qui, évidemment, on se dit, si jamais on bascule de l'autre côté, si j'ose dire, que j'ai du mal à croire personnellement, et quand même, après, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors là, on aura beaucoup de mal à récupérer les choses. Il y a un deuxième point. Je disais de vider les cervelles pour aller... L'économie, c'est la méthode. Regardez les plateformes collaboratives... rencontrer quelqu'un une fois, le capitalisme de partage, c'est extraordinaire ça. Le capitalisme de partage, ça c'est fabuleux. On nous dit, regardez, c'est formidable, on partage. En fait, ce sont des boîtes, c'est un autre marché capitaliste. Ils prélèvent leurs dîmes, et bon, voilà, alors, toutes les boîtes, le covoiturage, Airbnb, là, regardez les querelles autour de Airbnb, ça peut paraître, peut-être, c'est pas anodin. Vous avez des gens aujourd'hui qui achètent des appartements pour faire du Airbnb. Hein. Aujourd'hui, dans des grandes villes européennes. Et le dernier truc qui m'a fait rire, c'est à Bruxelles, la Commission européenne s'oppose à la ville de Bruxelles, parce que la ville de Bruxelles dit, Airbnb, on veut le contrôler. On veut mettre des contrôles, une réglementation. Et la Commission européenne a dit, mais attendez, vous vous opposez à ce qui est quand même la philosophie de l'Union européenne, qui est chacun s'installe, chacun circule comme il veut. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, parce qu'apparemment, bon, ils n'ont pas l'air de vouloir céder, mais c'est absolument extraordinaire, je veux dire. C'est fabuleux de voir que les commissions européennes s'occupent de la location pour les Américains qui viennent à Bruxelles, je ne sais pas, d'Airbnb. Ça ne fait pas rire non plus. Il y a une deuxième petite chose où on est en train de nous laver les cerveaux, l'histoire de la gratuité, c'est le système des notations. Alors ça me fait hurler. Ça peut faire hurler de rire, et en même temps, on voit bien comment on est pris dans complètement un maelstrom qui nous échappe, puisque maintenant, quand vous faites du covoiturage, quand vous allez dans Airbnb, vous notez la personne qui vous reçoit, et quand c'est sur une voiture, vous notez aussi le conducteur. C'est extraordinaire. Il y a une autonotation collective, l'entreprise fait une autonotation, il y a un contrôle, et quelqu'un me disait, oui, ça ressemble à du Foucault, c'est une société de contrôle, parce que tout le monde est contrôlé, et donc ça amène des comportements, je voulais arriver à ça, qui sont quand même assez étonnants. Parce qu'évidemment, vous avez intérêt à être un conducteur affable, qui raconte des blagues. Alors bon, il ne faut pas se gourer avec les passagers que vous avez, hein. Ce n'est pas les mêmes blagues qu'on va faire avec des bobos, etc. Bon, et ça, c'est quelque chose qui est noté. Alors, je mets de côté toutes les arnaques, où les contrôles sont faux. Hein. Regardons avec les hôtels. Hein. Voilà. Alors, ça paraît ridicule, mais nous sommes en marche vers cette société-là. Alors, évidemment, comme le livre est aussi bâti à partir d'une réponse chrétienne, on va me dire, mais là, après j'essaierai de voir comment on peut faire globalement, parce que j'ai pris des exemples. Qu'est-ce que peut dire un chrétien? Mais ça concerne aussi ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, parce que la philosophie sociale chrétienne, elle est annoncée pour les chrétiens, mais elle n'est plus du tout annoncée uniquement pour les chrétiens. Les encycliques, par exemple, c'est une chose qu'on ne sait pas. Pendant très longtemps, c'était pour les chrétiens. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Bon. À un moment donné, ça a bougé dans les années 60, je ne sais plus quelle année. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a quelques points qui sont incontournables quand vous regardez ce qui a été écrit, notamment par le magistère. Bon, il y a un point, c'est l'éthique. Bon,
Je pense, premier point, bon, c'est l'éthique. Il est évident qu'on peut difficilement imaginer qu'un christianisme social puisse accepter que l'on va jusqu'au bout dans la société de marché. Et là, je retrouve mon Karl Polanyi. C'est pas possible d'imaginer que le travail soit une marchandise jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, c'est autre chose. Mais c'est pas possible de penser un travail marchandise jusqu'au bout. Et les chrétiens y ont participé, tout le combat du 19e, c'était de démarchandiser en quelque sorte, je dirais, le travail, de faire en sorte qu'il reste une marchandise, mais au cœur même du contrat de travail, qu'on fasse naître des droits. Bon, je ne reprends pas ça, c'est un sujet passionnant, ça mériterait plusieurs heures. L'idée que nous sommes bien dans une subordination, c'est toujours le contrat de travail d'une subordination, mais c'est, comme dit Alain Suppiot, ma référence quand même, le philosophe du droit, si vous voulez, juriste, c'est qu'au cœur de la subordination, ça peut paraître curieux, on fait naître des libertés. Bon, et tout le débat, c'est de savoir à quel niveau sont les libertés et la subordination. Voilà. Donc quand les libéraux sont à l'offensive, la subordination augmente, quand ils sont moins à l'offensive, notre liberté de mouvement dans la subordination augmente. Enfin, excusez-moi, je ne peux pas trouver d'autres. C'est très simple, et on voit bien que les réformes libérales visent, je viens d'en donner une, avec le contrat d'entreprise. Ben moi, Philippe Arondel, j'ai un contrat de travail, attendez, c'est dans le code du travail, machin, défini. Non, le contrat d'entreprise est supérieur, etc. J'ai même trouvé quelqu'un qui est antilibéral qui m'a dit que j'étais libéral, parce que tenez-vous bien, je disais, c'est pas possible. Il m'a dit, t'es libéral, avec le code du travail, puisque le contrat d'entreprise, c'est du collectif à la base. Bon, là, il fallait trouver celle-là. C'est un garçon que j'estime beaucoup, et je ne comprends pas ce qui lui est arrivé pour dire un truc pareil. Alors je comprends, effectivement, qu'il puisse y avoir un effet. On peut balancer là-dessus, puisque si vous prenez les pays du nord de l'Europe, ils ont des contraintes collectives très importantes, et quelquefois un État, paradoxalement, qui intervient moins. Mais nous ne sommes pas en Europe du Nord, nous sommes en France, où le droit du travail, comme disait le doyen Georges Sey, l'avant-guerre, c'est un droit ouvrier. C'est-à-dire que c'est un droit ouvrier qui a été garanti par l'État, puisqu'une grande partie de notre code du travail, ce sont des lois. Ce n'est que depuis maintenant quelques années qu'on voit apparaître des lois ou des conventions collectives étendues, ce qui est encore autre chose, qui n'est pas du tout un contrat d'entreprise. Je ferme la parenthèse. Donc ça, l'éthique, un chrétien, à mon avis, peut difficilement accepter tout libéralisme. Il ne peut pas l'accepter, parce qu'il se joue quelque part. Alors là, je vais dire quelque chose, évidemment, qui concerne que ceux qui sont... Parce que souvent, on dit, mais on demande de quoi les chrétiens interviennent dans l'espace économique. Après tout, priez à l'église, à la messe, croyez. Pourquoi vous intervenez? Parce que, il y a un certain nombre d'auteurs qui l'ont dit, il se joue dans l'espace économique, dans l'espace du travail, autre chose que le travail et l'économie. Il se joue, pour certains chrétiens, l'idée que, quelque part, leur fin dernière aussi, donc il y a une idée, un processus eschatologique aussi, comme on dit, qui se passe dans le domaine du travail. Je cite toujours ça de Jean-Paul II, mais c'est absolument pas connu. Dans Laborem Exercens, Jean-Paul II dit, à un moment donné, s'interroge. C'est un très grand texte qu'il faut lire, entre nous se dit, même si on n'est pas... Laborem Exercens, c'est extraordinaire. C'est un texte de philosophie politique, remarquable sur la notion de travail. Il dit, à un moment donné, il se pose une question à lui-même, mais qu'est-ce qui garantit dans une société qu'elle est juste? La rémunération, notamment. La rémunération. Alors après, la participation au processus de décision. La rémunération. Bon, voilà. Évidemment, il n'y a pas de société juste si le travail n'est pas bien rémunéré. Après, la question se pose, est-ce qu'on met dans la rémunération? Ça, on peut avoir un grand débat, très long. Je suis prêt à l'avoir. Mais il dit ça, ça a beaucoup frappé. Ça, et puis bien sûr, la prise de décision collective. Première chose. Donc l'éthique, au sens large. Le politique, bon, tous les textes expliquent que, dans le fond, en gros, cette histoire de loi économique ne tient pas, et que le rôle du politique, c'est pas de faire advenir la société de marché, le rôle du politique, c'est de faire en sorte que celle-ci ne s'étende pas trop, dans un premier temps. Voilà. Donc le politique a un rôle, il y a un interventionnisme positif. Donc, on voit ça dans toutes les encycliques depuis la première, enfin la Rerum Novarum en 1891. Voilà, Léon XIII nous dit l'État a le droit d'intervenir. Enfin, ou le politique, je ne sais plus comment il dit, je crois qu'il dit l'État. Alors le mot État à l'époque était, bon, les chrétiens se divisaient, s'affrontaient très violemment, et lui il a tranché. Il faut savoir que quand on s'y naît, il y a des contradictions internes au monde catholique qui sont très 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 fortes.
On a en France des évêques qui sont libéraux, qui disent non, non, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'État, etc. Donc, et là, il tranche, il dit non, l'État intervient. Alors après, on explique comment l'État intervient. Là, après, il y a tout un débat voilà, à expliquer comment l'État doit intervenir. L'État ne doit pas, comment dirais-je, remettre en cause la liberté. Il doit effectivement mettre en place toute une série, notamment par le droit, pour permettre d'arriver à un ordre social juste, en tout cas. Voilà. Bon. Ça, c'est très important. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect corps intermédiaire, qui est dans tous les textes du magistère. C'est en plein débat d'aujourd'hui, on y est toujours. Les corps intermédiaires sont-ils conservateurs? Faut-il remettre en cause les corps intermédiaires? Alors voilà, Macron est-il trop jacobin ou pas, etc. On a ce même débat. Or là, c'est dit de façon très claire et très nette, on a besoin de corps intermédiaires, parce que les corps intermédiaires permettent, entre l'État et les chrétiens appellent la personne, mais les républicains diraient plutôt individu, il doit y avoir entre les deux quelque chose, sinon nous avons un face-à-face qui pose un vrai problème républicain, parce que, je veux dire, le face-à-face n'est pas bon. Et évidemment, c'est toute la question de la naissance du syndicalisme qui a eu lieu plus tard. Et ça aussi, ça fait partie des textes. Voilà. Et puis, le quatrième point, évidemment, les libéraux ne veulent pas entendre parler, je l'avais un peu effleuré à l'instant, là, c'est la question de, comment on peut dire, de la participation à la prise de décision. Ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que dans un système libéral, il est très compliqué de dire qu'on va mettre en place une espèce de comment dirais-je, alors certains vont dire participation, d'autres vont dire codécision, d'autres vont dire autogestion, c'est pas du tout la même chose. Mais enfin, en gros, dans les trois cas que je viens de citer, il y a la possibilité pour les salariés d'intervenir dans la prise de décision. Alors, les papes disent, dans une très belle formule, il est normal qu'ils interviennent parce que l'entreprise est une communauté de personnes. Alors, comme je dis un peu méchamment dans le livre, oui, c'est un beau slogan, mais il faut le faire sortir de sa conception paresseuse. Moi, je discutais avec des chefs d'entreprise, mais c'est une communauté de personnes. Et après, qu'est-ce que vous faites? Rien. Bon. Oui, c'est une communauté de personnes. Sauf qu'il faut bien transformer les scènes, si j'ose dire, et passer à autre chose que un beau slogan. Oui, en effet, je trouve ça très bien. Il y a des personnes, très très bien. Il faut donc remettre en cause un certain nombre de structures pour que la communauté de personnes advienne vraiment. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas une belle formule, un peu abstraite, très jolie, à laquelle je souscris évidemment, et tout le monde peut souscrire, mais qu'elle devienne une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le travail doit être organisé de telle manière qu'il ait du pouvoir par rapport au capital. Je ne peux pas trouver d'autres formules. Regardons ce qui se passe dans la gouvernance aujourd'hui des entreprises depuis 20 ou 30 ans maintenant, avec le pouvoir actionnarial. Il est évident qu'il est tout à fait logique et légitime que. Mais alors là, dès qu'on évoque ça, ça déclenche un tir de barrage qui est d'une violence inouïe. Dans le livre, je parle de quelque chose que j'avais lu dans Le Monde. Il faut en parler. Il y a eu un groupe de gens très modérés, je les connais quasiment tous. Certains venaient de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment pas des bolcheviks, le couteau entre les dents, qui voulaient inscrire le bien commun dans la Constitution. Constitutionnaliser le bien commun. Je dis ça parce que c'est très important. J'avoue personnellement que tout constitutionnaliser me pose un problème. Parce que bon, après ça va devenir totalement ingouvernable, soyons sérieux. Mais alors il disait en gros, sur un certain nombre de points, il faudrait quand même que les grandes entreprises, bon, ont du bien commun, donc il voulait constitutionnaliser, ce qui aurait permis, dans un certain nombre de cas, d'intervenir. Ce qui me faisait sourire d'ailleurs, c'était que Bertrand se souvient sans doute bien de ça, le préambule de la Constitution de 1946 nous explique que si ça devient un monopole de fait, hein, bon, on va faire quoi? On va le rendre à la nation française. Bon, donc, bon, très bien, il faisait ça, il n'y a pas de quoi vraiment en faire un pataquès. Réplique dans Le Monde 3 jours plus tard, et je cite quelques phrases extraordinaires, sous le titre du bien commun au comité de salut public. Je crois que ce titre était à peu près ça, si je me souviens bien. Je l'ai dans le livre, mais bon. Et où ils expliquent. Alors, on y trouve l'inévitable, je me souviens de son nom, qui fait des éditos. Luc Ferry, bon, ça, Luc Ferry. Michel Onfray, je ne sais pas ce qu'il faisait dedans. Il me semble que je ne me trompe pas, il y a Michel Onfray. Mais que des libéraux qui expliquent, c'est épouvantable, parce qu'à chaque fois qu'on parle du bien commun, c'est la porte qui mène vers le totalitarisme. Et donc, on commence par le bien commun, sans jamais le définir d'ailleurs. On arrive au comité de salut public, et puis, je m'en souviens très bien, Marx, le marxisme, et
la phrase était « On va vers un marxisme holistique ». Alors, frayeur dans les chaumières, qu'est-ce que c'est qu'un marxisme holistique? Et les types expliquent que c'est épouvantable. Et puis, laissez-nous, faut que je vais le retrouver, parce que c'est trop beau, c'est très beau, laissez-nous, je vais vous retrouver ça, j'avais vu des trucs, je vais avoir par là, mais à chaque fois, non, je ne sais pas où. Alors, il raconte ça. Voilà, le bien commun diabolisé, et il explique, voilà, on commence par bien commun, on finit par le comité de salut public, et puis, alors, les démons du vieux marxisme holistique se réveilleraient, et voilà, et pour nous précipiter dans les affres d'un, alors je cite le texte, d'un grand tout homogène auquel on peut sacrifier les projets et modes de vie individuels, virgule, qui doivent rester par nature égoïstes. C'est fabuleux, comme c'est écrit. C'est le monde du 16 juin 2018. C'est fabuleux. Alors là, vous comprenez, on s'aperçoit aussi qu'il y a des forces qui sont parfois très différentes. L'idée même de dire la notion de bien commun, on ne veut pas en entendre parler. 2 ou 3 jours avant, Pierre Gattaz avait fait un bel article, le 23 avril 2018. Lui, c'était l'objet social étendu. Je raconte ça parce que c'est pareil, ça nous rapproche du christianisme, puisque le christianisme social nous dit on a le droit de participer et l'entreprise, ce n'est pas un pur projet actionnarial ou capitaliste. Vous savez qu'il y a eu un rapport Nota-Sénard et qui préconisait de changer l'article 883 du Code civil en disant bon, les entreprises, alors, si elles le veulent, hein, il n'y a aucune obligation, pourront déterminer avec les parties prenantes de l'entreprise, comme on dit, un objet social étendu. C'est-à-dire, au lieu de dire que l'entreprise, comme dit Milton Friedman, c'est uniquement faire du profit, l'entreprise ne s'occupe de rien, on pourra dire, je ne sais pas, alors frayeur dans les chaumières, hein, franchement, du 16e, parce qu'on pourra dire, on va s'occuper, l'entreprise aussi s'occupe de l'écologie, etc. Bon. Déterminé par les gens de l'entreprise. Mange pas de pain, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites, après, comment on va contrôler que telle entreprise, etc. Immédiatement, Pierre Gattaz prend sa pub et le plume et écrit dans le Figaro un article où il dit ça remet en cause tout ce qui existe et ça remet en cause la liberté d'entreprendre. Voilà. Ceci étant dit, monsieur Sénard, je crois, qui vient maintenant prendre la tête, je ne sais plus quelle entreprise, était un ancien de Michelin, qui ne me paraît pas être la pointe avancée de l'ultra-gauchisme. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que... Voilà, je réfléchis à partir de tous ces exemples qui sont très concrets, comme on dit, parce qu'il faut toujours avoir des exemples concrets dans la société actuelle, et on voit bien qu'il y a des forces, mais qui sont très différentes, qui ne veulent pas que ça bouge, et qui ont très 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 peur que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est toujours pareil. Je ne sais pas combien de temps il me reste, d'ailleurs. Oui, d'accord. Bon, c'est pas grave, on en parlera après. Alors, moi j'ai envie de dire qu'il y a deux ou trois petites choses, on en parlera. Le combat intellectuel, bon, c'est évident, enfin ça va de soi, en sachant très bien, alors là c'est vrai qu'on peut discuter entre nous, on aura peut-être des divergences gentilles. Moi, est-ce qu'on a gagné le combat intellectuel? On a l'air de le croire, en se disant, bon, il y a beaucoup de gens qui critiquent, en n'allant pas au fond. C'est ça qui me gêne beaucoup. Il y a peu de critiques sur la philosophie libérale. J'ai toujours des critiques sur les inégalités, etc. C'est très juste, pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie libérale, qui aujourd'hui n'est pas vraiment combattue sur le fond. Moi, je ne crois pas. Est-ce qu'on a gagné le combat culturel? Non, je ne crois pas. Et puis en plus, je dirais que la cléricature moyenne dans les grands médias, je suis méchant, mais bon, elle a pris une doxa moyenne, libérale moyenne, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a des grands intellectuels libéraux? Non. Est-ce qu'il y a des grands intellectuels antilibéraux? Enfin, c'est compliqué à savoir, mais vous ouvrez votre poste de télé, ça m'arrive quand même, il faut bien savoir ce qui se passe de temps en temps, vous écoutez vos chaînes d'information continue, et vous avez quand même une doxa moyenne. Alors on dit néolibérale, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle est, oui, libérale, elle mélange ça avec une espèce de pseudo-humanisme, il y a tout un discours, mais ce discours, moi je dirais qu'il est un peu mollasson parfois, mais qui paraît un discours d'évidence. Donc moi je dis quand même que, je le répète toujours, mais ça, bon, je répéterai tout le temps, je crois quand même qu'il faut, et là, évidemment, le mercredi d'un art de fond, il faut forger des outils qui vont intervenir sur le terrain de la lutte culturelle. Parce que la lutte, elle est culturelle. Thatcher tout à l'heure. La lutte, elle est culturelle. Elle est idéologique, mais elle est surtout culturelle.
Et là, c'est une lutte qui est aussi contre le libéral libertaire. Parce qu'aujourd'hui, une partie du libéralisme fonctionne à travers un côté libertarien, si vous voulez, qui mélange le sociétal et le social. Regardez aujourd'hui comment, enfin excusez-moi, mais je vais être un peu polémique, mais regardez aujourd'hui comment on essaie de faire passer le libéralisme à travers le sociétal. Il y a un livre aux États-Unis qui était passé d'un type qui était un peu violent, et qui disait on instrumentalise le sociétal pour casser le social. Ça me paraît juste. Le problème, c'est que ça nous est très difficile de contester un certain nombre de combats sociétaux. Vous comprenez? Je veux dire, voilà. On instrumentalise complètement certains combats pour aller vers une forme de libéralisme. Notamment la question de la diversité, par exemple. Enfin, c'est très connu. Ou un certain multiculturalisme, par exemple. L'évolution des droits dans l'entreprise dans certains cas. C'est-à-dire et ces combats sont en grande partie justes. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais ils sont instrumentalisés, d'abord pour qu'on ne parle plus trop du social, mais qu'on parle que du sociétal, n'est-ce pas? Et on voit bien que c'est au cœur de tous les débats qui arrivent dans certains pays aujourd'hui, on mélange tout, et on voit bien que la question populiste, on en parlera peut-être tout à l'heure s'il y a des questions, elle est liée au fait, sans doute, et les populistes racontent aussi parfois des choses ou n'importe quoi, elle est liée au fait que le social a été évacué. Bon. Il a été évacué, alors il revient. Hein, les gilets jaunes, bon, il revient, on l'avait chassé, il revient. Bon. Mais il y a un désir d'opposer le sociétal au social. Alors, je ne vais pas faire de polémique, mais pour répondre à ça, ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis pas un climato-sceptique, hein, je précise. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les journalistes s'en donnaient à cœur joie samedi soir pour nous opposer la bonne manifestation avec les jeunes, le vendredi soir les jeunes, qui sont si gentils, si polis, avec une petite Suédoise, Finlandaise, je ne sais pas quoi, qui est si mignonne avec ses couettes, la petite blonde aux yeux bleus, et qui milite dans la rue pour la justice pour le climat. Justice pour le climat, c'est qu'un slogan, entre nous soit dit, sur le fond, ne veut rien dire, parce que le climat, juridiquement, ne veut rien dire, parce que le climat, ça n'existe pas, c'est pas une personne. Voilà, excusez-moi. Enfin bon. Moi, je suis aussi pour qu'on fasse la lutte pour le climat, c'est pas du tout. Je suis vraiment complètement dans la ligne de ce que disent les écolos, c'est pas ça. Mais regardez comment en face, on mettait quoi? Les ploucs émissaires, les gilets jaunes, vous comprenez? Qui d'un seul coup, ils sont quoi? Mais ils sont complètement... Les types, ils sont fous, ils sont idiots. Puis ils sont qui, ces gens-là? Et puis ils ne s'occupent pas du climat, etc. Alors il y en a quelques-uns qui vont glisser parmi les bons lycéens, etc. Bon. On voit bien que le combat est à mener sur ce terrain-là. Il est à mener sur ces terrains-là, et notamment au nom de valeurs chrétiennes. Par exemple, sur l'écologie, ben oui, évidemment, avec tous les délires qu'on a sur la Bible, croisser, multiplier, dominer, etc. Mais bien entendu, on se trompe là-dessus. Hein. L'homme est un jardinier. Il n'est pas question que l'œuvre, pour ceux qui sont croyants, que l'œuvre de Dieu soit saccagée. Mais il n'est pas question non plus qu'on dise qu'on soit dans une vision païenne, n'est-ce pas? Où, d'un seul coup, on fait des prières à la terre-mère. Ah, le terre-mère, moi, je sais pas. Voilà, moi, je suis sans doute un peu naïf, mais enfin, l'homme a un pouvoir de nommer, de nomination, qui fait qu'il n'est pas complètement dans le même ordre, notamment que les animaux et le reste de la nature. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas de maltraiter les animaux, je précise. Mais vous avez des gens qui franchissent, moi, j'ai du mal à supporter ça, l'antispécisme est une espèce de... Oui, mais enfin, c'est un délire, si vous voulez. Et vous avez des gens qui vous disent, ça m'est arrivé encore la semaine dernière, des gens qui vous disent, de toute façon, l'homme va disparaître, ça sera très bien, et quant à notre mère Gaïa, elle va penser ses blessures, elle n'a pas besoin de nous. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Personnellement, j'ai du mal à savoir. Bon. Ça permet de faire une espèce d'idéologie, vous comprenez, mondialisante, humanisto-mondialisante. C'est l'idéologie onusienne. C'est l'idéologie onusienne, en fait, en réalité, derrière tout ça. Eh bien, c'est l'idéologie moyenne de tout un pan de ceux qui se prétendent des intellectuels organiques du monde dominant. C'est leur idéologie. Ça, on doit la casser, cette idéologie. Il faut la démonter, la casser, voir ce qu'il y a derrière. Donc le combat culturel est un combat absolument essentiel. J'ajoute qu'il est d'autant plus essentiel que, je m'excuse de reprendre la fameuse phrase de Gramsci, mais qu'on lit jamais jusqu'au bout. Je m'en excuse, même pas excellente. Alors elle va paraître macronienne, c'est curieux, parce qu'on ne sait plus quoi dire maintenant, avec le vieux monde et l'ancien monde. Mais Gramsci disait dans ses carnets de prison
que l'ancien monde n'était pas mort, le nouveau n'était pas né, il disait ça à un moment donné, je ne sais plus dans quel carnet, mais que pendant c'est un interstice temporel, si j'ose dire, pendant ce moment de parenthèse temporelle qui n'est pas rempli, eh bien, ça peut être le règne du n'importe quoi et des monstres. C'est très intéressant. Moi, ça me fait penser au tableau de Goya, vous savez, le sommeil de la raison engendre les monstres. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de ce moment-là, prospère à peu près tout et n'importe quoi. Quand vous entendez un certain nombre de gens qui paraissent être à peu près normaux, vous entendez tout et n'importe quoi, notamment sur la question de la nature. Alors, bon, je termine là-dessus, parce qu'on croit que les 5 minutes vont être passées. Ensuite, alors on va parler avec les questions. Je crois que ce combat ne doit pas être seulement culturel, il doit transiter par des espaces qu'on doit créer. Moi, je suis très partisan de recréation de véritables espaces. Quelqu'un disait tout à l'heure, en parlant des syndicalistes ouvriers il y a très longtemps. Et moi, je me souviens avoir dit à mon chef de syndicat il y a quelques années, ça m'avait beaucoup étonné, qu'il fallait retrouver des espaces de travail collectif, puisque aujourd'hui, dans l'entreprise, les gens n'arrivent plus à se voir, il y a je ne sais pas combien de contrats de travail, ils n'ont pas les mêmes horaires. L'entreprise qui était un lieu, alors paradoxalement, c'est le contraire de le contrat d'entreprise. L'entreprise qui était un lieu où les gens se retrouvaient. Dans les années 50, on allait à l'île Seguin, on disait, hop, les gars, la CGT disait à 15h, tous dehors, les mecs étaient dehors. Bon. Là, le type, de toute façon, il y a des gens que vous ne rencontrez pas. Hein, les couples post-it, comme on dit. Donc, il faut retrouver. Je pense qu'alors peut-être recréer de nouvelles bourses du travail, où il y aura à la fois de la contestation, de l'information intellectuelle, de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Recréer des endroits où on peut refaire du collectif et qui pèsera ensuite sur le travail syndical ou politique dans la nation française. Je ne sais pas, peut-être réinventer des maisons, des choses. Il faut voir, il faut réfléchir. C'est à partir de là qu'on va accumuler du capital intellectuel et stratégique, parce que je dois dire que, je vais terminer là-dessus, je suis effaré de voir que dans le fond, nous ne menons pas j'allais dire, de guerre culturelle de mouvement. Nous ne menons pas. Il faut dire que je viens de sortir de lire les notes, toutes les notes de Guy Debord sur sa lecture des stratèges, et Debord, toute sa vie, s'est intéressé, pour la révolution à venir, à une lecture très précise avec des fiches de lecture sur les grands stratèges, Clausewitz, etc. C'est passionnant parce que, effectivement, je vois bien qu'on n'arrive pas à avoir des conflits de mouvements. Les Gilets jaunes, si vous voulez, moi je suis évidemment sympathisant, c'est pas du tout la question, le problème n'est pas là. Il y a quand même quelque chose qui se pose qui est comment mener avoir un esprit de mouvement. Parce qu'évidemment, à un moment donné, se pose toujours la question du débouché. Le débouché, il est idéologique, il est pratique, il est technique, il est aussi dans le fait qu'on ne peut pas éternellement faire la même chose. Et là, il y a une réflexion à avoir, et notamment pour le mouvement social, le syndicalisme, je voulais en parler, mais bon, on en parlera si vous voulez, qui est au point mort. Et c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez vu une seule tribune syndicale intéressante sur les Gilets jaunes? Est-ce que vous en avez vu une? Nous avons eu Laurent Berger, je ne veux pas dire. Bon. Laurent Berger. Moi, personnellement, Laurent Berger m'exaspère, mais bon, voilà. Mais bon, très très bien. Mais Laurent Berger, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit attention, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela, il faut voir. Donc, alors, les journalistes disent c'est formidable, Laurent Berger, il faut faire un Grenelle. Ah oui, bon, un Grenelle. Il y a eu des Grenelles toutes les années précédentes, il y a eu des Grenelles. Sarkozy qui avait inauguré des Grenelles, oui, mais il ne s'est rien passé. On fait un grand raout, il y a des petits fours, on fait des fiches. J'ai même rédigé pour mon syndicat des fiches. Et s'il faut le dire, on n'y allait pas, nous on n'avait pas le droit. On était techniciens, on n'y allait pas. Puis finalement, on n'en sentait rien du tout. Donc moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des réunions, des rencontres. Je serais plutôt pour le fait qu'on institutionnalise la capacité des acteurs à se rencontrer. Voilà. Et donc, parmi les préconisations, ça va faire sourire tout le monde, aussi pas ici. Mais ailleurs, ça fait sourire. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à une bonne planification à la française. Je sais que ça, ayant vécu la mort du plan français, ça a été un choc. Peut-être une autre forme, l'appelons pas comme ça ne plaît plus aujourd'hui. Mais nous n'avons pas d'espace institutionnel où on pourrait réfléchir ensemble à moyenne et longue échéance. Nous n'en avons pas. On nous avait dit à l'époque, oh, il y aura le conseil d'analyse économique, vous verrez, on rencontrera les gens, etc. Le conseil d'analyse stratégique, vous verrez, etc. Ce sont des experts dominants qui font ça.
Donc voilà, moi ça me paraît très très important. C'est à nous de faire des choses comme ça, même si c'est modeste, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, il y a un individualisme forcené, il faut bien le dire. Alors, peut-être qu'on va revenir dessus. J'ai du mal parce que il y a quand même une profonde aliénation de nos contemporains. Alors, je sais que c'est dur ce que je dis. Il y a une profonde aliénation. D'ailleurs, le concept d'aliénation, personne n'en parle aujourd'hui, parce que comme les gens sont tellement aliénés qu'ils ne savent plus qu'il peut y avoir une aliénation, d'une certaine manière, notamment par rapport aux nouvelles technologies. Je veux dire, bon, il ne faut pas regarder dans la rue, dans le métro ou dans un train, ce que font les gens. Moi, sur 15 ans, dans mon train qui me menait de Rennes à Paris pour travailler, au début, il y avait encore le journal local, quelques livres pris dans les bibliothèques, dans le wagon, il y avait un mec, il y avait encore un journal national, éventuellement, et puis au fil des années, les types dorment ou les autres font des jeux sur smartphone. C'est très simple. Il n'y a même pas le journal local. Voilà. Donc, non, mais alors, moi, je ne regarde plus dans les trains les gens, dans les cafés, parce que c'est terminé, il faut regarder. Alors ça, il faut bien comprendre que ça va être difficile de lutter contre les nouvelles technologies. Hein. C'est pas... Alors, je suis là-dessus, je suis élulien jusqu'au bout. Je pense qu'à un moment donné, il faudra mettre des limites, je ne sais pas comment, mais il va falloir désintoxiquer quelque part, entre guillemets, parce que c'est un mot qui n'est pas beau, les gens, parce que là, aujourd'hui, l'homme-machine, à travers le smartphone, alors voilà, bon, le type qui fait son jogging, qui fait un truc dans les oreilles, qui regarde son smartphone, qui est en vélo, qui regarde en même temps. Enfin bon, c'est absolument... Et c'est pas une minorité. C'est pas une minorité. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Hein. C'est le problème qui est devant nous, qui nous ramène à la société de marché, dont je parlais, à savoir faire une coupure. Et je pense que le christianisme social est à même de soutenir ce combat, qui est un combat... tout simplement pour sauvegarder peut-être une certaine forme d'anthropologie, parce que j'ai parlé de nouvelles technologies, on peut parler de vegan, de l'antispécisme. Tout ça, c'est une façon de dire que l'homme que nous avions connu est en train de s'effacer, finalement, par les biais d'idéologie, mais l'idéologie est tellement soutenue par la grande technique d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Elle serait seule. Bon, là, aujourd'hui, il y a tellement une technique qui nous propose une sorte de nouveau sacré, en quelque sorte, de nouveau merveilleux. Voilà. C'est ça le fond du débat aussi, du problème de ce que j'appelle le techno-libéral. Et ça, il y a des phrases, il y a des analyses de Pape François dans le Dogme aussi qui sont très intéressantes, parce qu'il est le premier qui a compris, sans doute, c'est parfois un peu virulent, et c'est parfois on est un peu saisi, et il a compris que, dans le fond, tous ces objets n'étaient pas innocents. Ce n'étaient pas des instruments. Il nous poussait à avoir un certain mode d'être au monde. Voilà. Alors, comment peut-on remettre en cause un certain mode d'être, alors même que nous y trouvons sans doute des avantages, alors même qu'il y a une forme de sacré merveilleux, et alors même que de toute façon on ne peut pas faire autrement de s'abstraire malheureusement un certain nombre de choses. Nous sommes dans un système qui est doucereusement très autoritaire. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué de prendre ses distances à l'égard du système. Donc, voilà, tentative de combat culturel, à tous les niveaux, même les plus petits, mais voilà. Et puis surtout, ne soyons pas trop pessimistes, même si, voilà, il n'est pas écrit qu'on ira vers l'effondrement, mais il n'est pas écrit non plus qu'un jour, il y aura quelque chose qui se passera. Et plus encore que la crise financière, alors je dirais que c'est très important, c'est grave, une crise financière, mais le plus grave est sans doute le fait que peu à peu, il y a une sécession comme ça d'un certain nombre de gens qui se retrouvent dans une société fragmentée, une société de gens qui vivent les uns à côté des autres, parce que les valeurs traditionnelles, je ne sais pas, c'est pas un mot qui... Bon, voilà, mais ont été finalement complètement détruites. Ce qui marchait encore il y a quelques décennies et qui pouvait, malgré toutes les différences, rassembler les gens, est quand même en train de s'affaisser, je veux dire. Voilà, bon, notamment le patriotisme républicain. C'est vrai qu'on peut raconter tout ce qu'on veut. Voilà. Bon, même si j'ai fait le 11 novembre dans ma commune, je terminerai sur une note optimiste. Et il y avait pas mal de gens sous une pluie diluvienne qui étaient quand même là, malgré les itinérances mémorielles de notre révolutionnaire patenté. Voilà. Maintenant, on va débattre. Merci Philippe. Voilà. Allez-y. Alors, Raoul n'est pas là. Guillaume
rappelant que je vais remplacer. La discussion est ouverte, vous avez la parole. Bravo, vous l'avez tout l'oreille avec le bec. Non, non, mais... Oui, bon, je peux... vas-y, allez-y, Bertrand. Ça serait reprendre une très vieille discussion qu'on a eue. Allez-y. Non, je m'interroge sur parce que bon, il y a toujours une ambiguïté. La doctrine chrétienne est toujours en fait la doctrine catholique. Bon, oui, alors le pape. On parlera tout à l'heure. Bien. Allez-y. Et quand il s'agit du pape, même le plus récent, enfin Jean-Paul II, on peut s'interroger sur la traduction concrète des encycliques, oui. Dans la mesure où je crois me souvenir que Jean-Paul II était conseillé par je ne sais plus quel ancien banquier central, La Rosière, je crois, ou un autre. Camp dessus. Ah non, ça c'est Benoît XVI, Camp dessus. Oui, mais non, même Jean-Paul II aussi, bien. Petite. Et, ah oui, bien sûr. Oui, Camp dessus. Oui. Alors, je vais répondre après. Oui. À cette époque-là, je crois que tous les banquiers centraux en Europe étaient d'excellents catholiques. J'ai même lu un livre où ils s'étaient réunis pour étudier les encycliques, n'est-ce pas? Et ils avaient des idées extrêmement généreuses et sympathiques, presque la larme à l'œil. Et ils ont tiré l'idée que justement il fallait mieux travailler encore comme banquier central, c'est-à-dire imposer des politiques d'austérité, mettre les gens au chômage si on avait besoin, etc., assouplir le marché du travail, baisser les salaires. Oui. Donc, alors, il tirait de... Je n'ai pas tout le livre en tête parce qu'il a quand même une bonne vingtaine d'années, mais il tirait des encycliques avec manifestement la bienveillance des autorités supérieures, des choses qui étaient complètement contraires à ce que vous dites sur la doctrine sociale de l'Église, au nom d'une idée qui est quand même assez présente dans le catholicisme, une idée sacrificielle, n'est-ce pas? C'est bien de se sacrifier pour nos enfants, pour qu'ils ne paient pas les dettes que nous avons accumulées, etc. Tout ce genre de légendes est pris quand même très au sérieux par ces gens-là, et ils imposent des politiques. Moi, je vais répondre à ça parce que ça, c'est un questionnement que je trouve qu'il faudrait vraiment une heure là-dessus. Mais bon, d'abord, il y a les textes, ce qu'ils disent. Il y a la traduction des textes, ça je suis bien d'accord. Alors, je veux dire, bon, moi j'en tire un certain nombre d'analyses. Alors maintenant, il y a un enjeu de l'analyse. Je me suis aperçu, quand j'ai fait mon premier bouquin, c'était même pas celui-là, c'est le précédent. Le marché était le deuxième. L'impasse libérale était le deuxième. Le premier, c'était une espèce de petit livre qui essayait de montrer ce que c'était déjà, mais pas du tout en prenant des sujets comme justice sociale, État, société de marché. Donc c'était... Voilà, je ne prenais pas les auteurs, je ne faisais pas un tel a dit ça, etc. Et j'ai eu des agressions absolument terribles parce qu'il y avait des gens qui me disaient c'est pas possible que puissiez dire ça, etc. Il faut savoir qu'il y a toujours eu un enjeu d'interprétation. Je vais prendre cet exemple précis, Santidemus Annius, qui est de 1991, a donné lieu à une bagarre, de chien, une bagarre très violente entre catholiques, entre ceux qui disaient le pape continue la doctrine catholique classique, sociale, enfin, l'enseignement social chrétien, moi je préfère dire ça, la doctrine sociale de l'Église, c'est bon, c'est lourd à porter. Hein. Enseignement social chrétien, c'est mieux. Ils l'ont mis une fois, je ne voulais pas, ils l'ont mis, mais bon, c'est lourd à porter. Parce que, évidemment, comme c'est une doctrine qui est par ailleurs relativement équilibrée, par certains côtés, chacun peut y faire son marché, je veux dire, d'une certaine manière. Enfin, moi je ne crois pas, hein, fondamentalement. Mais les gens peuvent sortir des textes. Par exemple, évidemment que cette doctrine ne préconise pas de tout nationaliser, évidemment, de tout collectiviser. Donc, vous voyez, là, ils reconnaissent la des libertés. Ben oui, bien sûr, évidemment. Donc ça, c'est un argument. La deuxième chose, c'est qu'il y a un combat au plus haut niveau avec les conseillers. Moi, je me souviens d'un syndicaliste argentin
qui me dit, tellement violent et tellement virulent, voilà, sur cette question du libéralisme. Et il me dit, il vient d'être nommé à la commission sociale pontificale, je ne sais plus, il y a auprès du Justice et paix. Pardon ? Justice et paix. Voilà, c'est ça. Je me souvenais plus. Le type, celui qui est sergentin et tout. Je dis, enfin, qu'est-ce que tu vas faire au milieu ? En effet, un certain nombre de gens qui plantent dessus. Voilà. Ben, j'y vais pour rééquilibrer, pour qu'ils écoutent, qu'ils entendent autre chose. Alors, le problème, c'est qu'au plus haut niveau, il y a effectivement des débats sur l'interprétation. Après tout, ça s'appelle faire du travail comment dirais-je, de pression, pas de chantage, des pressions intellectuelles. Bien sûr, bien sûr. Ça, moi, je suis d'accord avec ça, mais ça me pose un seul problème, c'est de savoir, dans le fond, dans ce gigantesque jeu idéologique, qui va avoir la parole. Moi, j'avais été dans France catholique, m'a demandé la parole sur le texte de Benoît XVI sur la mondialisation. J'avais été une violence absolument invraisemblable, enfin pas violent, enfin j'ai rien contre Benoît XVI, c'est-à-dire qui par ailleurs est quelqu'un de tout à fait remarquable, c'est pas ça la question. Mais le texte, c'est pour lui qui l'avait fait, le texte était typiquement libéral, et libéral catho, avec la société civile, les machins, les trucs libéral catho. Il est clair qu'il avait été influencé, puis lui, alors il y avait une partie qui était plus, sans doute, qui venait de lui. Alors, par contre, on date aussi de François, si vous le lisez, là, franchement, pour trouver quelque chose qui était influencé par des libéraux, c'est assez compliqué. C'est très très compliqué. Voilà. Alors peut-être parce que ses conseillers personnels sont différents. Maintenant, sur Jean-Paul II, il faut dire aussi le problème de solidarité dont vous parliez, parce que ça, etc., là, c'est pareil, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que je les ai bien connus, certaines gens de solidarité. Quand il y a eu solidarité, d'abord, il voulait virer Jaruzelski. Ensuite, évidemment qu'il y avait des tendances relativement différentes à l'intérieur. Enfin, sans refaire une histoire de solidarité que je connais bien, ça allait de chrétiens jusqu'au corps, qui étaient quand même des gens qui étaient d'extrême gauche, d'anciens communistes, etc. Et après, d'ailleurs, ça a explosé. Hein. La solidarité a explosé en 1000 morceaux. Le problème, c'est que vous n'avez pas de relais puissant pour dire un certain nombre de choses. La femme de ma vie qui est dans la salle s'en souvient. Je voulais faire en Pologne, on connaissait dans notre patelin une femme qui avait des liens avec la Pologne. Je fais l'impasse libérale, la première bien sûr. Je lui dis, c'est très bien. Moi, j'aimerais bien aller en Pologne, vous connaissez. Moi, je vais aller en Pologne. Je vous déconseille d'y aller. Alors, pourquoi vous déconseillez ? Parce que, mais oui, mais c'est là-dessus, j'y réfléchis après. Parce que mais oui, bien sûr, c'est le truc de la clergé polonaise. Mais ils étaient d'abord dans une lutte pour liquider le stalinisme, quoi, je veux dire. Et dans le fond, je peux le comprendre aussi. Enfin, c'est la même chose que la politique étrangère de la Pologne. On dit ils sont pro-atlantistes. Bien entendu, je veux dire. C'est pas que je veux épargner les Polonais qui sont chers à mon cœur. C'est pas ça du tout. Mais c'est pas la même histoire que l'histoire française. Quand vous avez eu, si vous voulez, des décennies de stalinisme, alors crade, et quand même, franchement, quand vous voyez l'homme de marbre, l'homme de fer de Vajda, il faut voir l'homme de marbre, etc., de Vajda. Franchement, c'est quand même un régime qui était complètement... Bon, voilà. Évidemment, vous expliquez au type qu'il y a une troisième voie, ou je ne sais pas, vous arrivez, il m'aurait sans doute pris pour un proto-marxiste. Ce qui est évidemment idiot. Non, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est un vrai problème, ça, Vous politique. n'avez pas parlé de la Pologne. Non, mais c'est moi qui prends cet exemple. Voilà. Non, parce que là aussi, on peut en parler. Comme j'ai... Non, mais on est d'accord, c'est pas la question. Oui, non, mais il y a tout de même un problème, une contradiction extrêmement sérieuse. Ben, il y a des cathos libéraux. Oui. Des cathos libéraux, oui. C'est une institution, c'est pas un... Oui, mais... C'est pas l'Académie française. Donc on peut penser que cette institution entend avoir une action au-delà du caritatif. Oui, mais oui, mais ça passe par les églises. Je veux dire, non, mais ça passe par les églises nationales. Non, mais regardons le Brésil, par exemple. Non, mais prenez le Brésil. Excusez-moi, je vais vous dire la Pologne, après c'est le Brésil. Il va pas être content. non, mais ça passe par les églises nationales. Je veux dire. Regardons le Brésil, c'est très intéressant le Brésil. C'est une histoire de fou. Quand il y a ce qu'on appelait les communautés de base catholiques à l'époque, qui étaient
dans la théologie de la libération. Entre nous soit dit, la théologie de la libération. Je dis ça parce que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. La théologie de la libération, ils allaient quand même très loin. Dans ça. Notamment un marxisme un peu échevelé, enfin bon, le Christ marxiste révolutionnaire, enfin c'était un peu bizarre. Bon, Jean-Paul II a un peu critiqué ça, je ne vais pas faire de l'histoire, mais ça serait passionnant, en opposant, par le biais de Benoît XVI, qui est Ratzinger, l'option préférentielle pour les pauvres, qui était en fait une façon de lutter sur le même terrain, mais en disant, attention, il y a une partie de la théologie de la libération qui quand même, faut quand même le dire, délirait un peu. Bon. Le problème, c'est qu'il faut implanter ça, en plus, dans une église brésilienne, qui était en plus très conservatrice. Il y avait un conservatisme social assez curieux. Donc, il fallait implanter ce truc-là par rapport à la théologie de la libération. Il y avait des conservateurs, dont certains avaient soutenu la dictature militaire, tranquillou. Hein. Et donc, effectivement, le clergé brésilien s'est trouvé dans une situation de moralité. Mais là-dessus, vous avez raison. Moralité, aujourd'hui, nous voyons très bien que l'arrivée de Bolsonaro, ce n'est pas l'Église catholique conservatrice qui le soutient, ce sont les évangélistes américains, qui, eux, se moquent complètement de la crise sociale, enfin de quelque crise sociale que ce soit, qui font, surtout de la conversion très spectaculaire, etc., qui font un peu de caritatif parce qu'ils ont de l'argent, comme dirait Macron, ils ont un pognon de dingue, ben oui, c'est vrai, et donc ils soutiennent l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir. L'Église catholique là-dedans me paraît complètement hors circuit. Or, la doctrine ne peut prendre racine qu'à partir de gens qui agissent sur le terrain. Encore faut-il, c'est pas uniquement le Vatican. Le Vatican ne va pas tout déclencher par nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est un point très intéressant pour moi. Oui, oui, oui. Ah, ben oui. Non, je passe la parole. Non, mais on en parlera tout à l'heure. Non, mais pour enfoncer quand même un petit peu le... Non, mais c'est intéressant. C'est un vrai débat, hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Non, je ne suis pas à l'aise avec ce débat, forcément. Hein. Nous, on a... Enfin, les fondateurs de la NAR, au moins certains d'entre eux, ont été les disciples de François Péroux. Oui. Oui. François Péroux était comme il le disait, un catholique qui faisait de l'économie, et pas un économiste catholique. Et, et ça a été un des grands économistes des années 50-60, avec une vraie capacité d'invention, et justement l'idée qu'il fallait limiter, assigner à l'économie des limites. Bon. Et il a développé une pensée qui est une pensée sociale en même temps, avec des objectifs, et également une partie mathématique, etc. Donc une œuvre considérable. Et ce qui m'avait frappé, c'est que on lui a donné une décoration religieuse, je ne sais plus laquelle. C'est la seule fois que je suis allé à l'archevêché, c'était pour cet hommage à François Péroux. Mais le cardinal Lustiger avait dit, c'est le premier économiste qu'on reçoit, il avait consulté les archives, depuis la guerre. Peut-être que pendant la guerre, ils avaient reçu des gens bizarres, mais on n'en parlera pas. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Ça. Oui, mais ça, c'est... Mais ça m'avait beaucoup frappé, parce que il y avait justement chez François Péroux tous les éléments théoriques en économie pour refonder et moderniser, au bon sens du terme, une pensée sociale et économique de l'Église catholique, et ils n'en ont rien fait. Alors, là, il y a quand même une réponse très intéressante. Alors, là, on parle de la France. La France, c'est un pays curieux. Je disais tout à l'heure que la réception de cet enseignement avait été très particulière. Si vous êtes au milieu des cathos de temps en temps, vous apercevez que d'abord, ils se moquent complètement de cette question sociale, 3 quarts du temps. Ils s'en foutent, mais complètement. J'avais fondé une association dans mon patelin il y a 20 ans pour parler de ça. Et un jour, on tient un stand dans un truc. L'évêque était passé à l'an, on dit « Oh, c'est super bien !» Bon, on n'a plus entendu parler après. Puis les gens disaient « Oui, mais alors attendez, c'est politique, là. C'est politique. » Non, mais c'est pas politique au sens... C'est pas un parti, mais c'est politique. Alors là, aujourd'hui, quand vous dites c'est politique, tout le monde fuit. Et notamment les chrétiens, il faut bien le dire. Moi, je suis d'accord avec ça. Ils ont peur. Ils ont peur. Quant à l'Église catholique, il faut faire très attention. La France, comment dirais-je,
à une certaine époque, on tenait, France Cato faisait, je ne sais pas si tu étais venu, Patrice, on faisait près d'Auxerre, je ne sais pas, là, on faisait, comment ça s'appelait, le Patelin, on faisait des réunions sur 48 heures, et on était dans la mission de France, on se souvient. Pontigny, voilà, Pontigny, j'ai oublié. C'était tout à fait sympa, on discutait, bon, ça durait le week-end, c'était très bien. Mission de France, c'est quoi? C'est un truc qui s'est mis en place pratiquement avant la guerre, ou pendant la guerre, je ne me souviens plus la date exacte, qui consistait à dire, mais moi ça m'a toujours sidéré, la France n'est pas évangélisée, d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on dit. Le catholicisme sociologique, ça n'a rien à voir avec une véritable évangélisation de fond. Or, dans la mission de France, il y avait un côté social. Non, mais ça m'a toujours frappé cette histoire-là. Et il y a eu un seul moment où peut-être il y a eu quelque chose, où l'Église de France a fait corps avec ça. Ça paraît très curieux. Il faut lire, il y a un gros bouquin, j'ai rencontré deux types pour faire une émission, Jean-Louis Schlegel, là, d'Esprit, ça s'appelle À gauche du Christ. Très beau livre d'ailleurs, où il y a des choses dedans, moi, que je ne suis pas d'accord, d'autres je suis d'accord, mais bon, très intéressant. Mais ce qui montre, ce que je savais déjà un peu avant, c'est qu'il y a eu entre la fin de la guerre et peut-être le début des années 60, ça n'a pas été très long, il y a eu une église qui a eu une énorme importance, notamment dans la restructuration des campagnes, la modernisation des campagnes. Dans un sens moderniste et social, avec une partie très, très, très moderniste, même mauvaise, et une partie sociale, qui a explosé en 68 et après 68, parce que les deux courants modernisateurs sont devenus modernisateurs technocratiques centristes, et les autres sont devenus un peu gauchos. Voilà. Mais il y a eu un court moment, et où il y a eu une église qui a pris au sérieux une espèce de... Voilà, par le biais notamment d'un certain nombre de les jésuites de l'Action populaire, voilà, il y aura un livre à écrire là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, qui a pris ça au sérieux. Mais c'est vrai qu'après coup, après il y a eu Vatican II, Vatican II, c'était la dispersion, et depuis, il est clair, moi je suis un exemple extraordinaire, je n'ai eu très souvent que soit les gens se disent qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ou alors carrément des agressions, quoi. J'ai même eu un écologiste libéral qui m'a dit, vous m'avez fait pleurer, bon, enfin, je veux dire, d'Aix-en-Provence, je ne dirai pas son nom, m'avait fait pleurer, excusez-moi, moi, je vois pas pourquoi vous pleurez, parce que voilà, bon, je fais de la liste des textes, notamment donc je veux dire, c'est que aujourd'hui encore c'est mal reçu, et quand l'Église française publie des textes, les fameux textes de la Commission sociale de l'épiscopat, c'est quand même, bon, enfin, moi personnellement, voilà, j'ai jamais été clérical, ça provoque quand même parfois chez moi de grosses crises d'urticaire, quoi. Parce qu'effectivement c'est du gnangnatisme, quoi. C'est gna 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 gna, ah oui, il y a les machins, les trucs, jamais c'est clair, si vous voulez. Je ne parle pas du patronat chrétien que j'ai bien fréquenté. Alors, le patronat chrétien, au bout d'un quart d'heure, vous vous dites qu'est-ce que je fais là, et les types, et c'est un mouvement d'église. Donc, vous avez raison. C'est un mouvement d'église, et ils sont des libéraux. Et vous dites, monsieur Rondel, qu'est-ce que vous avez raison? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Rien, c'est la mondialisation. Moi, je l'ai entendu des centaines de fois. Donc, je veux dire, c'est un vrai problème chez les chrétiens, c'est vrai. C'est un vrai problème. Là, c'est les cathos, on pourrait prendre les protestants, à mon avis, c'est guère mieux. Bon, voilà. Mais c'est un vrai problème politique, au sens profond du terme. Effectivement, comment on peut essayer de changer ça? Ceci étant dit, moi, ça ne me gêne pas trop dans la mesure où, moi, ce que je fais, si vous voulez, ce que j'essaie de faire, bon, c'est intellectuellement par rapport à cette doctrine, de dire, en fait, ce livre, c'est quand même de dire, il y a une philosophie libérale qui, à mon avis, est mal décryptée. Moi, je répète ça. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que le libéralisme, sur le fond. Ils sont là, alors on parle de... Non, ils ne comprennent pas ce que c'est que la philosophie libérale. Dedans, il y a plein de citations que j'ai retrouvées qui sont... Franchement, Margaret Thatcher, l'économie, c'est la méthode, c'est extraordinaire. Voilà, et ça, si on comprend ça, on peut mieux combattre. Et à mon avis, un chrétien, un catholique en l'occurrence, parce que bon, je parle de ça, il ne peut être que contre ça. Mais c'est vrai qu'il y a un problème à l'intérieur même de l'Église. Ça, je suis totalement d'accord. Mon éditeur, là, il fait un coup, il est très content parce qu'il a publié au mois de septembre-octobre, c'était Catholique et libéral. Un américain. Prenons les catholiques américains. Beaucoup sont catholiques et libéraux. Il y en a un dont je ne me souviens jamais le nom, qui me met dans un état extraordinaire, qui a publié des textes pour expliquer l'évangile, c'est le capitalisme. Les évangiles, c'est la Bible du capitalisme. C'est très américain. Hein. Bon. Mais voilà. Donc, il a publié un texte, un ancien révolutionnaire américain des années 70, qui d'un seul coup s'est converti au libéralisme.
et puis qui explique, il faut faire la révolution libérale aux États-Unis. Il faut quand même le faire. Moi, je ne sais pas. Ah oui. Et quand vous le lisez, il vous dit, mais le problème des hôpitaux, là, c'est trop étatique aux États-Unis, les hôpitaux. Alors vous dites, de quoi il parle? C'est ça, catholique et libéral. Je veux dire. Donc voilà, très bien, il a le droit d'exister, il a créé un think tank. Bon, évidemment, c'est pas possible, si vous voulez. C'est absolument pas possible. Voilà. Mais ça existe. Alors, c'est vrai que l'espace anglo-saxon est différent, ça je suis d'accord. Ce qui est révélateur, pardon. Oui, Ce qui est révélateur, c'est le fait que les cathos de gauche, dont on parlait tout à l'heure à la fin du Christ, Jean-Louis Schlegel, ils n'ont pas su transmettre, puisqu'ils partaient du principe qu'il faut se fondre dans le monde. Oui. Ils ont été récupérés par le monde, et aujourd'hui, c'était eux qui auraient pu transmettre cet héritage social. Oui. Ils n'ont pas su le faire. Avec la CFDT, elle se déconfessionnalise entre guillemets en 64. Oui, elle abandonne le second C et la CFDT se fonde dans le monde. Et aujourd'hui, c'est ce que ils sont représentatifs du catholicisme zombie dont parle alors, il y a Todd et Le Bras. Oui. Alors, il y a une chose qu'il faut quand même dire aussi sur l'Église de France. Alors, là, comment dire, c'est que comment dire, pas être trop violent, ils ont toujours été, ils suivent le mouvement de l'histoire un peu, quand même, il faut dire. Ils suivent un peu le mouvement de l'histoire. Sur la question sociale, je vois l'Église institutionnelle, elle était plus longtemps proche d'une certaine CGT, par le biais de la JOC, avant-guerre, que de la CFTC, alors que c'était le même public. Dans les années 60, elle s'est retrouvée beaucoup plus dans la CFDT, parce que, je dirais, le côté qui pouvait paraître trop chrétien, trop confessionnel, sans doute, avec Vatican II, sans doute, voilà, pour aller au monde moderne, comme on dit, ça semblait sans doute un peu lourd. Ils n'ont pas voulu, sans doute, annoncer ça. Mais le problème, c'est que, sans doute, ils ont été plus proches des cathos de gauche, mais les cathos de gauche, là, il faut dire aussi la vérité, pourquoi ils sont morts aujourd'hui? Parce qu'ils sont morts. Moi, il y a 30 ans, je connaissais encore. 25 ans, 20 ans. Ils avaient des journaux. Hein. Il n'y a plus rien. Témoignage chrétien. Oui, mais témoignage chrétien est devenu... Je préfère ne rien dire parce que j'aimais bien témoignage chrétien, mais là, c'est devenu une feuille de chou qui paraît sur 2 pages, une fois tous les 3 mois. Et puis, surtout, excusez-moi, mais là, ils ont, comment dirais-je, pour aller vers le monde, ils sont allés vers le sociétal aussi. Quand on regarde ces gens-là, ils ne parlent que, je regrette, ils parlent de tous les sujets sociétaux qu'on a à la télé le soir. Ils sont là, ils ferraillent violemment sur les questions de l'avortement, mais je ne prends pas position là-dessus. Ils ferraillent sur la diversité, ils sont très politiquement corrects d'une certaine façon. Et donc ils ne sont pas des cathos de gauche, ce sont les cathos sociétaux de la soupe, excusez-moi, sociétalo-humanisto, dominante. Et évidemment, ils n'annoncent rien. Ils annoncent rien. Hein? Ils sont dans l'air du temps. Voilà, ils n'annoncent rien. Et donc, ils se sont rétractés, parce que pourquoi être catho de gauche si de toute façon, vous lisez Le Monde tous les soirs, vous avez la même soupe? Lisez Le Monde. On s'abonne au Monde, on a compris ce qu'il en était. On voit, vous savez, j'adore, moi, le petit papier d'analyse du Monde qui commence à la première page et qui s'arrête à la fin du premier cahier. C'est ce qu'il faut penser. C'est ce qu'il faut penser dans le monde tel qu'il est. Donc vous avez un équilibre subtil entre on est social, sociétal, la droite, la gauche, l'ouverture. Nous comprenons que la mondialisation pose des problèmes, néanmoins, machin, etc. Vous avez tout ce discours, et ils parlent comme ça maintenant, si vous voulez. Alors en plus, au départ, ils étaient dans une optique, on est anti-église aussi. Alors en plus, pour des raisons internes, ils étaient très très violents, les gars. Donc ils sont morts, ils n'existent plus. Et donc, une pensée sociale chrétienne, aujourd'hui, elle est un peu orpheline. Moi, j'espère un peu du pape François, parce que ce qui est intéressant, alors je l'avais dit quand j'ai fait le populisme de gauche, il a un ami de longue date, qui est, son nom m'échappe, il y a un livre qui est paru, un livre de lui, et où il explique que le pape François vient. Alors, j'avais parlé du péronisme de gauche. Péronisme de gauche, pardon, péronisme de droite, c'est un peu discuté. Mais surtout, il y a un courant de la théologie de la libération, notamment en Argentine, dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle la théologie du peuple. Or, la théologie du peuple met en avant l'idée de peuple et nation, peuple-nation, de peuple et nation, c'est-à-dire un peuple unique contre
le néolibéralisme, on va dire ça comme ça. Et donc, conflit, affrontement de classe s'il le faut, mais pas tout ramener à une espèce de marxisme un peu primaire. C'est intéressant. Et donc, il a été nourri dans l'anthologie du peuple. Il raconte ça, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que ça peut fonder quelque chose d'autre. Et à la fin de Laudato Si, on n'a pas, certains l'ont vu, mais peu l'ont vu, il parle de peuple, de nation, etc., de façon très claire. Donc là, on peut peut-être essayer de réamorcer quelque chose. Avec évidemment la grande question, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait ici dans cette salle qu'évoquer la nation provoquait immédiatement des débats infinis. Tout de suite, vous avez un type qui dit c'est le nationalisme, après l'autre qui dit c'est la guerre, etc., etc. Ah oui, parce qu'ils sont quand même très, très analphabètes, les trois quarts. Donc ils ressortent des vieux schémas. Donc c'est compliqué. Si vous évoquez le peuple-nation argentin, vous aurez moins ces problèmes, quand même, à mon avis. Mais il y a des choses qui se passent, à mon avis. Alors après, moi, je ne suis pas dans le secret je veux dire des dieux, c'est drôle. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est à nous de travailler pour ceux qui se sentent le courage de le faire. Mais c'est très compliqué. Je sais bien que c'est compliqué. Je sais bien que c'est très, très, très compliqué. Je sais bien que je vais avoir avec ce livre beaucoup de problèmes, parce que déjà, il y aura des gens qui vont dire il a raison, mais déjà, les autres qui diraient mais voilà. Bon, Patrice n'écoute pas. J'ai rien contre les jésuites, je me souviens très bien la première version de ce livre ou un autre livre. Je fais une conférence de presse avec des clés de Brouwer. Bon. Et le journaliste qui était là était intéressé, spécialiste et tout. Il y en a un qui lève le doigt. Mais je suis devenu copain avec lui parce qu'on s'est engueulé. Bon, voilà, bon. Et le type dit voilà, machin, jésuite, qu'est-ce que nous emmerder à ressortir ces vieilleries? Je suis devenu copain après. Hein. Il m'a invité à parler dans les jésuites quand il y avait le château des Rothschild. Enfin, bon. Mais il ne comprenait pas. Pour lui, c'était évident que c'était le libéralisme, que c'était moderne. Mais les jésuites, avec 30 ou 40 ans de retard, ils trouvent toujours moderne ce qui est déjà mort, de toute façon. Mais non, mais c'est hyper connu. Quand plus personne sera libéral, ils seront libéraux. Enfin, je veux dire, ils sont devenus marxistes au moment où le marxisme s'effondrait. Enfin, je veux dire, non, mais je suis très méchant, il n'y a pas de content, il aime bien les jésuites. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Enfin bon, je veux dire, bon. Comment? Vas-y. Non, j'aime pas le Non, je te blague. Je travaille mais t'as raison. J'ai travaillé avec eux. Mais aujourd'hui, c'est les seuls qui cultivent. Ah, ça c'est vrai. Non, mais sur ce côté-là, c'est vrai. Oui. Et une info, le pape travaillerait un texte qui prolongerait la Laudato Si, qui serait le travail dans la transition écologique. Ah, c'est intéressant. Il pourrait le sortir à l'occasion du centième anniversaire de l'OIT, pas de la CPC, mais de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Oui, mais le centième anniversaire, c'est pas 1919 C'est 1919, oui. Voilà. Donc ça va pas. Et les jésuites, ils travaillent. Oui, non, mais ils travaillent actuellement. Je disais bien. Non, mais... Et puis, juste une précision, Pérou a quand même est un des inspirateurs de Populorum Progressio de Paul VI sur le développement et plus particulièrement sur le développement intégral humain. Oui. Et par le biais de l'abbé Lebray, qui est le rédacteur de Populorum Progressio, qui a pillé l'œuvre de Pérou pour rédiger cette encyclique. Non mais, moi j'ai l'air d'attaquer l'Église, comme ça je dis rien. Moi je ne suis pas clérical. Hein. Bon, donc, mais bon, il y a des tensions, il y a des différences, c'est totalement évident. Moi, là, pour aller dans le sens de Bertrand, ce qui me frappe beaucoup, c'est les mouvements d'église qui existent. Il y a des mouvements d'église qui existent, et manifestement, le patronat chrétien est un mouvement d'église, c'est-à-dire qu'il est dans l'église. Hein. Il y a des. Voilà. Je veux dire, et là, vous avez raison. On ne peut pas dire à la fois c'est bien, et en même temps, le mouvement d'église dit le contraire. Ça, c'est un vrai débat. Ça, je suis d'accord. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Ça, c'est un sujet qui est devant nous. Mais bon, il n'y a pas que les catholiques qui sont dans ces mêmes contradictions. Aujourd'hui, beaucoup de courants politiques, idéologiques qui sont dans des contradictions infinies. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que c'est un problème. Moi, je reconnais. Bon, moi, ça ne m'empêche pas de... Voilà, bon, mais c'est vrai, c'est un débat, je suis d'accord. Et puis, j'avais beaucoup d'espoir avec l'Amérique latine. Là, je dois dire que... je fais partie des gens qui ont un certain espoir à l'Amérique latine. Là, l'Amérique latine ne donne pas non plus l'exemple.
une réécriture de quelque chose. Ils sont vraiment, c'est quand même un sacré problème, surtout pour le continent latino-américain. Il y a 20 ans, le continent latino-américain était sans doute producteur, 20-25 ans, était producteur d'un certain nombre de choses, d'attitudes. C'est marrant, Bertrand parlait tout à l'heure de vision sacrificielle. J'ai dans ma bibliothèque un livre paru au Cerf il y a presque 30 ans, d'Antonich, je ne sais plus comment il s'appelle, avec un nom, théologien de la libération, et qui dénonçait la théologie de la libération, qui dénonçait le capitalisme, libéralisme comme économie du sacrifice. Et alors, curieusement, pour un chrétien, il disait, mais le christianisme, c'est pas le sacrifice. C'était très curieux, ça m'avait beaucoup frappé. Un texte très intéressant, et le texte se terminait d'ailleurs par les mots que Marx employait dans ses textes et qui étaient chrétiens. Parce qu'effectivement, Marx n'arrête pas de faire référence à religion juive, sans doute, mais enfin, il y a quand même des liens, quand même, bon, de référence à un certain nombre d'événements et d'éléments du christianisme, de la Bible, etc. Il terminait par une... C'était assez frappant de voir plein de textes sont jalonnés par des expressions, des mots, par des événements qui se sont produits dans la Bible. Voilà. Bon, il faut dire que c'était l'époque où la théologie de la libération était... Oui, la théologie de la libération était à l'époque prééminente, et donc on pouvait contester ces situations-là, on pouvait en discuter. Là, aujourd'hui, bon, à mon avis, ils sont eux aussi dans une crise... voilà, bon, mais c'est termine là-dessus, c'est un vrai problème politique que les protestants évangéliques aient conquis peu à peu par un mode aussi de transmission des idées, il faut bien dire aussi, hein, c'est un peu comme nos charismatiques ici, bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus excitant que certaines, voilà, bon, on danse, on fait de la musique, enfin, etc. C'est beaucoup. Chers amis, voilà. Alors,